Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance EEB live avec notre fondateur Marc Duthil. Donc, on vit tous des moments très incertains, très éprouvants. Vous comme chef d'entreprise, d'autres comme employés. Marc prend le temps d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la gestion en situation d'incertitude. C'est pas mal sa spécialité quand il vient à l'École d'entrepreneurship de Beauce. De parler de la de la prise de décision en situation d'incertitude. Donc, il est là pour répondre à vos questions, pour vous parler aussi de comment lui vit les choses actuellement. Donc, Marc va avoir un petit mot d'ouverture et ensuite, on va prendre les questions du public. Merci d'être avec nous. Et Marc, la parole est à toi. Bonjour Valérie. C'est drôle, je pensais à ça tantôt. On se dit comment ça va d'une autre manière depuis 2 semaines. Okay? C'est comme si comment ça va, c'est plus une question avec un réflexe. Ça fait que j'allais demander à tout le monde comment ça va, mais ça va prendre trop d'énergie à y répondre. Ça fait que mes quelques minutes vont peut-être durer 10 à 15 minutes. Il faut me pardonner. J'aimerais remercier l'EB de me donner cette opportunité-là. C'est super. Il faut que je remercie l'équipe de Canam qui a été extraordinaire au cours des dernières semaines. Je sais que j'ai des clients de Canam sur cet appel-là. Merci d'être là. Et merci à l'auditoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance EEB Je live avec notre fondateur Marc Duthil. Donc, on vit... On développe nos protocoles à mesure, OK? Puis, je sais que je m'adapte, je parle à un auditoire intelligent, motivé, connecté. Ce que je vais dire va être enregistré en plus. Fait que vous êtes légèrement intimidant. Et je n'ai pas un réservoir de conseils illimité. Fait que si on pogne le fond d'ici 5 heures, il faut me pardonner. OK? Fait qu'en introduction, je vous dirais que chez Canam, on est chanceux dans le malheur. On a des bureaux en Roumanie. On a 360 personnes qui ont vu venir la vague, les protocoles à adopter, les comportements, les risques. Et ils ont vu ça venir avant nous autres 2 semaines. Fait que chez Canam, je pense qu'on était prêt à recevoir ça. C'est un point pour la veille. Fait que c'est bon de rester informé. Et on avait dès la semaine passée 900 personnes en télétravail. Et il y a une clarté chez les principes qui fait beaucoup de bien. Comme toutes vous autres d'ailleurs, je suis sûr que vous avez les mêmes priorités. Les employés, les clients, protéger la compagnie. On a maintenant, depuis plus de 2 semaines, une cellule de crise qui s'occupe de santé et sécurité, les RH, les TI, lâchez-nous pas, s'il vous plaît, et toutes les communications à l'interne. Puis ce matin, il y a un collègue qui m'a rappelé, il dit oui, notre cellule de crise est super, mais bien aller, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une bonne cellule de crise. Okay? Et j'ai une petite fierté, les protocoles de COVID-19 de Groupe Canam sont maintenant dans des centaines d'organismes au Québec parce qu'on avait un petit peu d'avance, on les a partagés, ils ont été copiés. Je suis bien fier de ça. On a aussi un comité qui se réunit à chaque jour, quotidiennement, sur la continuité des affaires. Les sites manufacturiers, les clients, les chaînes d'approvisionnement, il ne faut pas manquer de rien, les projets, les liquidités et les partenaires. Puis moi, pour une petite fortune, j'avais suivi un cours à Harvard, il y avait un volet finance. Puis après 3 ans de formation de finance, le prof une dernière slide et c'est marqué « Do not run out of cash ». Okay, là? Ça fait quand tout est fini, là, les liquidités, c'est hyper important. Hey. Un petit peu, je reviens ici. Je ne sais pas pourquoi. Non, on a du lag. OK, un petit peu, je gère ma femme. Facebook a 20 secondes de lag. OK. Moi, je pense que les gens ils disent. OK. Hey, tabarouette. OK. Savez-vous que les divorces ont augmenté de 30% en Chine depuis que la pandémie a été déclarée? OK. Bon, ça fait que, où était-on? Do not run out of cash. OK? Et on parle à notre CA à tous les semaines.
Quand Canam est une entreprise publique, on se parlait aux 3 mois. Maintenant, on se parle à chaque semaine. Je lunch avec des employés. Je suis pogné à la maison, mais à chaque midi, je lunch avec des employés. J'appelle des clients et il y a une touche personnelle hyper, hyper importante. Okay? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est moi, ça. Réglé. Problème réglé. OK, on continue. Ça fait que en Inde, vous avez vu qu'il y a un lockdown de 3 semaines qui a été déclaré par le gouvernement. Aucun déplacement permis. On a 6 employés qui ont été voir notre directrice générale, puis on dit, écoute, est-ce qu'on peut rester au bureau? Non, vous ne pouvez pas rester au bureau, vous ne pourrez pas vous déplacer. Elle dit, non, non, on veut rester au bureau pendant 3 semaines. Les conditions sanitaires, la sécurité, l'électricité, l'Internet, ça fait que 6 employés avec des lits de camp au bureau à Calcutta. Et Shoma, notre directrice générale, a dit, OK, à une condition, je reste avec vous. Fait que combien d'entre nous passeraient 3 semaines au bureau juste pour protéger des collègues? Fait que sans une touche personnelle, je pense que c'est impossible de faire ça. Je voudrais aussi vous partager comment je me sens. Je me sens chanceux parce que pour se lever le matin, je pense que la gratitude, ça l'aide. Je me sens chanceux du métier qu'on exerce chez Canam. On est dans la construction. Les gouvernements ont tendance à vouloir stimuler l'économie par des projets de construction. Merci, je suis content d'être là. On a fait une transaction il y a 3 semaines par laquelle on a racheté de nos partenaires américains Groupe Canam. On avait une dette au-dessus de 300 millions de dollars US le 28 février. Notre dette est maintenant dollars canadiens. Okay? Imaginez qu'est-ce que ça serait si on était en dollars US, okay? Avec un banquier américain qui ne sait même pas comment épeler notre nom. Ça serait très difficile. Je me trouve chanceux d'avoir accès à un réseau de partenaires financiers canadiens qui sont en bonne santé et qui sont extrêmement accommodants pour vous comme pour nous, j'en suis sûr. Et il paraît que je n'ai pas le droit de trop tomber en amour avec l'équipe de Canam, mais ils savent gérer sans dire oui, mais ils savent écouter. Ils ont un biais extraordinaire vers l'action, right now, et il n'y a pas de confusion sur nos priorités internes. Quelques perspectives pour vous. J'ai vécu le 11 septembre. J'étais à Cuba le 11 septembre quand c'est arrivé. J'ai vécu la crise de 2008-2009 où tout a arrêté. C'était la fin du monde. Canam, en 2003-2004, on avait, écoute, tu criais au trésorier, tu as combien d'argent? Il disait, j'ai 300 000. Tu disais au payable, OK, sortez 250. On a vécu de même pendant 9 mois de temps, OK, à gérer les liquidités très serrées. Et ça prépare, ça donne de la prudence d'avoir vu des difficultés. Et cette semaine, j'ai demandé à notre VP-TI, j'ai dit, peux-tu m'expliquer ce qui se passe si nos réseaux tombent pendant 24 heures? C'est un bon gars, là, OK? J'ai dit, OK, 1 semaine. Si pendant 1 semaine de temps, on est incapable de, qu'est-ce qu'on fait? Puis je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver, mais la prévoyance fait que vous êtes prêts. Et dans la situation où on est, je pense que c'est extrêmement dangereux de prendre les décisions à mesure. Je vous recommande de prendre des pré-décisions. Le 14 avril, le gouvernement du Québec a dit on permettra la réouverture des commerces, des activités, des bureaux. Mais vous faites quoi si ça n'arrive pas? Décidez-le tout de suite. Parce que si vous le décidez tout de suite, vous n'êtes pas dans l'émotion. C'est facile de dire ben, je vais couper de 30 2 semaines à l'avance. C'est extrêmement dur la journée même. Vous faites quoi si le 1er mai, c'est pas reparti? Okay? Vous faites quoi si la frontière américaine est fermée complètement, il n'y a aucune livraison de marchandises? Je ne dis pas que ça va arriver, mais de prendre des pré-décisions les rend plus faciles à exécuter. Okay? Vous allez être plus rapide. Une autre observation, puis jugez-moi pas trop difficilement, s'il vous plaît. On est dans la phase lune de miel de la pandémie. C'est correct. Je suis un bon citoyen, je reste à la maison, je fais mes affaires, il va rentrer un peu d'argent du gouvernement, ça va nous aider. Mais la bonne volonté va durer moins longtemps qu'on pense. Okay? Je m'excuse.
On l'a vu le 11 septembre, on l'a vu après le tsunami en Thaïlande, on l'a vu après les événements de lac mégantic. On braille, on envoie des chèques, on se donne une tape dans le dos, puis après 2 mois, on chiale parce que le voisin, lui, a eu sa subvention, puis moi, je ne l'ai pas eu. OK? Fait que j'espère que ça va durer beaucoup plus longtemps que d'autres événements, mais ce n'est pas éternel. OK? C'est une expédition pour ceux qui sont de l'EEB. Sans vendre le punch, là, ça ressemble un peu à une expédition la nuit, ce qu'on vit là. On rentre dans le noir, puis il ne faut pas paralyser. Il faut pas que la noirceur puis l'absence d'information nous paralyse. Il ne faut pas courir les yeux fermés. OK? Parce que les deux sont dangereux. Puis ce que je vous propose comme modèle, c'est qu'il faut avoir une cadence hyper rapide de petites décisions. Qu'est-ce qui se passe là? Go. Il faut se parler. Il faut se parler beaucoup. Il faut se faire confiance. Il faut être transparent. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut décider rapidement. OK? Et j'ai lu un article hier, il dit comment on prend une décision bonne avec 50% du data, puis le 50% qui manque, c'est nos valeurs. Ça fait que je vous dirais qu'on est dans le noir, ça peut être épeurant, mais il faut quand même prendre des décisions basées sur nos valeurs, basées sur le peu de faits qu'on a. L'autre chose, il est possible qu'une fois dans la forêt, vous vous sentiez attaqué par un monstre. Puis que la prudence, puis que la bénévolence, puis que toutes ces choses-là, là, ça prenne le bord, puis vous avez juste envie de courir parce qu'il faut aller vite. Puis des fois, ça arrive. Puis je veux vous raconter un peu 2 histoires ou 3 histoires d'Édouard Lacroix. Je suis dans sa maison qui est bâtie en 1918. J'ai grandi dans cette maison-là avant d'aller aux études américaines. Puis dans le début du siècle, Édouard Lacroix, qui avait plusieurs employés en Beauce, quand il voyait qu'il n'y avait plus d'ouvrage, les coupes de bois n'étaient plus là, il a dit on s'en va en Ontario. Il a littéralement pris un petit village de ses travailleurs, leurs familles, les enfants. On s'en va en Ontario, et là, l'ouvrage. En Ontario, pendant qu'il opérait, les moulins étaient bâtis, le monde avait retrouvé une certaine prospérité, il y a eu un énorme feu de forêt. Puis les feux de forêt, comme on voit dans les films, là, la vague de feu s'en vient, la boucane, et tu n'as pas le temps de négocier avec le feu. Ça en vient un monstre, tu n'as pas le temps. Tu t'occupes de ton monde et tout le monde dans la rivière. C'est une histoire vraie. Fait que tout le monde dans la rivière laissait passer le feu. Le moulin a pris le feu. Il est revenu en Beauce, puis il a dit OK, je me rebâtis. Et à un certain moment, les banquiers, on dit Édouard Lacroix, fini. Tu n'as plus d'argent. Fini, on n'a plus les moyens de te supporter. Donne-nous les clés. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait parce qu'il y avait un peu de violence impliquée dans sa réaction immédiate. Mais à un moment donné, Édouard Lacroix a imprimé des dollars Lacroix. Parce qu'il s'est dit, j'ai des magasins, j'ai des employés, ils me font confiance. Il a littéralement imprimé des 10 piastres, des 20 piastres, des 50 piastres Lacroix qui s'échangeaient dans ses commerces à lui. Puis il s'est créé sa propre devise. Et vous le savez, quand vous avez un 20 piastres US dans vos mains, un 20 piastres canadien, le chèque de quelqu'un, la seule façon que ceci fonctionne, c'est sur la confiance. Sans confiance, les devises ne fonctionnent pas. Et je vous dirais maintenant, on est dans le milieu d'un feu de forêt, il y a un monstre qui nous court après, il y a beaucoup d'incertitudes, puis vous allez devoir choisir quoi protéger. La dernière chose que vous laissez aller, le dernier stand, quand tout le monde vous entoure, puis il faut sauver une affaire, c'est votre réputation. C'est la dernière chose. C'est comme ça que quelqu'un va accepter un certificat cadeau. C'est comme ça que quelqu'un va dire hey, quand ça va revenir, je vais t'en redonner un peu. Si votre réputation n'est pas propre, n'est pas impeccable, ça ne marchera pas. Puis, on va vivre. Okay? Puis c'est pour ça que tantôt, j'ai parlé de bonne volonté qui ne sera pas éternelle. On va vivre quelque chose de bien bizarre dans les prochains mois. Il va y avoir bien de l'argent. Il n'y aura pas de job, il n'y aura pas de commande, un petit peu de déprime, il va y avoir de l'argent. OK? Et de grâce, OK? Ne jouez pas des games avec les programmes gouvernementaux.
OK? Puis il y a 25 façons. OK? On les listera pas. OK? Mais de grâce, ne trichez pas. Parce que si vous trichez, vos employés vont le savoir. Hein? Ils vont s'en rappeler. Puis vos amis vont s'en douter. Puis vous ne l'oublierez jamais. Puis si vous attaquez la réputation, elle ne reviendra pas. Parce que qui nous sommes vraiment, c'est quand ça va mal. Quand ça va bien, on est tous cool. Quand ça va mal, c'est pas tout le monde. OK? Puis la position du leader dans ces situations-là, moi, je vous proposerais que c'est d'être une source de vérité. On avait, dans les années 90, introduit un programme d'aide aux employés. Je me rappelle, c'était à Saint-Gédéon. Puis la consultante est venue nous voir et a dit, vous autres, les patrons, vous avez peut-être le... C'est le fun d'être une bonne personne. Fait que quelqu'un vit une dépendance au jeu, quelqu'un vit un divorce à la maison, quelqu'un a des problèmes, puis vous avez envie de donner une tape dans le dos en disant, bon, ben lâche pas, je vais être là pour toi. Puis un mois après, il dit, ouais, j'espère que ça va revenir vite. Puis 6 mois après, vous allez congédier. Okay? Le patron qui dit la vérité, c'est la meilleure chose dont les gens ont besoin parce que quand tout va mal dans la vie, les sources de vérité sont rares. Okay? Et s'il y en a qui ont écouté la vidéo de Canam hier, je m'excuse, je vais me répéter 2 secondes. Il y a un monsieur qui s'appelle Jim Stockdale. Jim Stockdale est un militaire américain dont l'avion a été abattu en septembre 1965. Fait que Jim Stockdale, il avait 42 ans, tombe derrière les lignes ennemies et il finit par passer 7 ans dans un camp de l'armée. Puis là, 7 années. Pas 7 semaines, pas 7 mois, 7 années. Il n'y a pas de livraison de Saint-Hubert, il n'y a pas de Netflix puis Facebook avec la belle-mère, puis la SAQ n'est pas un service essentiel. OK? 7 années. Et il y a un auteur américain qui s'appelle Jim Collins qui lui a demandé qui a survécu. Puis la réponse de M. Stockdale, c'était c'est pas les optimistes. Parce que l'optimisme met beaucoup d'énergie en se disant inquiétez-vous pas, le 14 avril, tout va revenir. Puis quand ça n'arrive pas, il a dépensé 1 once d'énergie en déception. Il est obligé de dire ben là, je vais resetter mon objectif aux vacances de l'été. Ça va être à l'automne, ça va être à Noël, ça va être l'année prochaine. Il dit les optimistes vivaient de déception en déception. Ceux qui ont survécu ont fait face à la réalité. Ils ont fait un deuil rapide de la vie d'avant pour accepter la vie d'aujourd'hui. Il y avait de la discipline, il y avait du courage, il n'y avait pas peur. Et eux ont survécu parce qu'ils posaient les bons gestes. Et nous, comme patrons, il faut être une source de réalité pour nos collègues. Okay? Information, réalité, mais des faux espoirs qui mènent à une déception, il faut faire bien attention à ça. Et je vous laisse sur cette phrase-là. On va transformer nos organisations, on va changer des choses. Puis je pense que les ponts qu'on va bâtir, il faut s'assurer que les ponts soient vers le futur. Des ponts vers comment c'était avant, puis des ponts vers le passé, on risque d'être laissé derrière. OK? Ça fait que je ne connais pas le protocole parfaitement, mais je suis prêt à recevoir des questions, Valérie. C'est ça. Je vais te lancer des questions qui nous ont été envoyées à l'avance. On avait demandé aux gens s'ils avaient des questions à poser. Donc, la première, les offres d'aide gouvernementale pour les entreprises sont surtout offertes sous forme de paiement de capital, en fait, de report de paiement de capital. Donc, c'est d'accumuler de la dette avec des prêts ou de reporter des paiements. Est-ce que c'est le temps, selon toi, Marc, de prendre encore de la dette dans une situation de crise? Écoute, c'est une question à multiples dimensions. J'étais sur un autre appel la semaine dernière, puis des compagnies américaines se recommandaient entre eux de tirer sur leur ligne de crédit pour mettre du cash dans la compagnie, une bad luck que la banque change d'idée. OK? Je pense qu'au Canada, on n'est pas nécessairement dans cette situation-là. Je ne ferais jamais ça sans avoir une conversation intelligente avec mon partenaire financier. Mais on est au Canada, on n'est pas aux États-Unis. L'autre chose, s'il y a du cash de disponible avec des taux d'intérêt extrêmement attrayants,
puis que les paiements sont à long terme, moi, je le considérais sérieusement. Parce que André Bérard de la Banque nationale avait déjà été sur le conseil de Canam, puis il regardait mon père aller, puis à un moment donné, il dit, tu sais, Marcel, il dit, la seule chose qu'on n'est pas obligé de consommer avec modération, c'est le cash. Quand il passe, prends-en. Parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Fait que je te dirais que oui, c'est pas nécessairement une mauvaise idée d'aller chercher des liquidités, mais les protéger. Protéger beaucoup ces liquidités-là. Si vous avez des liquidités pour soudainement soutenir un niveau d'emploi qui ne correspond pas à la réalité de votre entreprise, c'est peut-être pas une bonne idée. Si c'est pour faire des projets de transformation pour votre nouveau machine à contrôle numérique, votre nouveau site web, votre nouveau système ERP, tout ce qui transforme votre organisation pour la rendre plus forte, à la limite, oui. Mais pour soutenir un niveau de dépense qui n'est pas soutenable par la nouvelle réalité, je ferai attention à cette dette-là. Okay. Merci Valérie. Et comment on arrive à être, mais comment faut-il être transparent quand on ne sait pas exactement où on s'en va comme chef d'entreprise? Genre dire, je ne le sais pas. Tu sais, on est à l'ère où nos collègues puis ceux qui nous observent en savent plus que nous. Ils sont à 2 clics d'avoir la réponse à la question qui se pose. Et notre seul rôle comme chef d'entreprise, c'est de créer un contexte. Tu ne peux pas prétendre à la santé-sécurité si tu poses des gestes contraires. Tu ne peux pas prétendre que tu veux investir dans la compagnie si tu ne le fais pas. Je pense que excuse mon langage, mais les détecteurs de bullshit sont extrêmement bien développés aujourd'hui. Et cette transparence-là, elle n'est pas seulement avec les employés, mais aussi avec les partenaires financiers, les fournisseurs, les clients. Il y a un gradué de l'EEB qui m'appelle un jour. Il m'explique, il dit, écoute, Marc, il dit, ma banque me donne accès à une marge selon mes recevables. Okay? Mais il dit, là, j'ai tellement de misère à me faire payer de telle entreprise que je vais créer un recevable qui est 2 fois plus gros que la réalité. Fait qu'au lieu de biller 300 000 $, je vais biller 600 000 parce qu'ils sont de même, ils vont juste m'en payer la moitié. Mais il dit, ma banque va penser que j'ai un recevable de 600 000, je fais quoi? C'est la vérité. Prends le téléphone, dis à ton banquier, je veux juste t'informer que tu ne devrais pas me donner tout ça parce que c'est ça que je suis en train de faire, etc., etc. Puis un jour, quand quelqu'un va dire hey, est-ce qu'on supporte cette entreprise-là, ben, tu auras semé des graines pour que quelqu'un dise eux autres sont corrects, on peut se fier à eux autres. Si jamais ça va mal, ils vont vraiment nous le dire. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on peut bâtir une réputation de transparence puis d'honnêteté, incluant quand ça va mal. Okay? En fait, peut-être surtout quand ça va mal. Une autre question qui nous vient d'une entreprise de services qui installe en chantier des métaux œuvrés et des structures d'acier légères. C'est une entreprise qui est en bonne santé financière et qui est en processus de négociation pour l'achat d'une usine de fabrication dans son secteur d'activité. Et elle est à acquérir sans dette, donc ce qui la positionne bien pour une transaction. Mais l'incertitude vient donc du marché. Et là, il nous dit, sachant que vous venez de vivre l'expérience du rachat de Canam ces derniers mois, peut-être pourriez-vous m'éclairer, sachant que l'économie est à l'arrêt, que le retour à la normale ou la relance semble imprévisible, je devrais faire cette action-là à long terme, à court terme, ou c'est un no-go? Comment je base sur quel facteur je devrais baser ma décision? OK. En fait, j'ai déjà posé cette question-là. Je suis juste, les rôles sont inversés. Premièrement, il y a une posture. Ma posture, c'est dans 10 semaines, dans 10 mois, dans 10 ans, la vie va revenir. OK? C'est une affirmation. Je ne crois pas que nous sommes à la fin de l'humanité. OK? Prémisse 1. Mon histoire, l'histoire de notre entreprise, on avait 27 usines à la fin du mois de février. Il y en a 26 qui avaient été le résultat d'acquisition. Et nos meilleurs gestes d'acquisition sont quand ça allait mal. C'est la motivation du vendeur qui crée l'opportunité. Okay?
En même temps, je dirais, moi, je demanderais, parle-moi du talent que tu acquiers. Dis-moi pas que la business, il y a une belle shop puis elle coûte pas cher. Parle-moi des gens qui l'opèrent ou des tiens qui vont l'opérer, le talent. Est-ce que tu as le talent pour t'occuper de ça? Puis il est peut-être possible de moduler la valeur de la transaction sur des éléments d'incertitude. Il est peut-être possible de dire à un vendeur qui est prêt à écouter, écoute, j'invente des chiffres. Tu veux que je te paye 3 millions pour ça? Si ça va vraiment bien, elle vaut peut-être 4 millions ta business. Mais si ça va vraiment mal, puis je paye plus qu'1 million, je vais le regretter. Est-ce qu'on peut se dire que dépendamment du PIB canadien, du taux de chômage, de mon chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut moduler une transaction qui va varier entre 1,5 et 3,5, dépendamment de facteurs que nous ignorons maintenant? OK? Puis d'avoir un genre de balance de paiement basé sur ce qu'on découvrira que le futur va nous offrir. Parce que le vendeur, lui, il a peut-être décidé qu'il était à l'âge où il voulait ramasser ses billes, il veut sécuriser son futur, puis l'acheteur est plus jeune, la vie continue, puis s'il faut que j'attende une couple d'années, c'est pas grave. C'est ça qui motive la transaction. Fait que normalement, écoute, on a acheté, nous autres, en 2009, en 2009, c'était la fin du monde. Les banques fermaient, puis c'était la fin du monde. On a rajouté 1 milliard de chiffre d'affaires chez Canam. On a acheté une compagnie New Jersey, Illinois. On a payé ça 19 millions, puis l'année d'après, ça faisait 30 millions de profit. Fait que, si tu as confiance dans le futur, puis il y a un vendeur qui ne l'a pas, ben, ça me semble une opportunité. OK. Dans la restauration, Caroline Bergeron demande, j'entends beaucoup les autres entrepreneurs dire qu'on devra se réinventer, trouver de nouvelles façons de faire des affaires. La vague du take-out, de la livraison sont les seules options pour rester ouvert actuellement. Elle dit, à cause de notre positionnement géographique, la nature de notre clientèle qui est surtout touristique, qui est beaucoup touristique, en tout cas, j'ai des doutes sur les revenus versus les coûts pour mettre en branle ce genre de projet. Est-ce qu'on doit revoir complètement notre modèle ou simplement rester fermé et attendre que la tempête passe et aucun contrôle à court terme sur les revenus? Donc, ils ont reçu quand même beaucoup d'annulations dans les dernières semaines pour les groupes qui étaient prévus cet été. Ouf. Si on était en coaching, bonjour Caroline, si on était en coaching, je dirais, dis-moi en plus, raconte-moi ça. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que les autres font? Je poserais beaucoup, beaucoup de questions. Je n'ai pas l'expertise, mais je suis capable de poser des questions. Il y a une catégorie de métiers. En fait, j'avais un lunch Skype avec des collègues hier, puis on jasait. Comment ça va? Puis Parinaz à Laval a dit, j'ai écouté un film. Elle dit, c'était vraiment bizarre, le monde se donnait la main. Parce qu'on est déjà ailleurs dans notre tête. Il y a comme quelque chose qui a changé. Puis j'ai l'impression que on va encore aimer sortir manger, bien manger. On va encore aimer faire des voyages. On va peut-être rentrer dans une salle avec 1000 personnes un peu plus prudemment. Je ne sais pas. Ce que je dirais, je m'apprête tous les futurs possibles, du pire au meilleur. Okay? Dans le pire des cas, plus personne ne va jamais aller au restaurant. D'accord? Ça ne peut pas être pire que ça. Dans le meilleur des cas, ça va revenir comme c'était. Le scénario pire, il y a une probabilité minime. Le scénario meilleur, il y a une probabilité minime. Puis une courbe de distribution. Puis là, OK, comment je gère le point milieu? Comment je me différencie dans le point milieu? Comment je le fais rapidement parce que les autres sont en train d'hésiter? Ceux qui rêvent au passé ne seront pas là. Puis ceux qui sont déprimés, ça devient mon opportunité à moi. Je n'ai pas l'expertise de répondre à une question de restauration. Je peux quand même. Écoutez, moi, si j'étais ça, là, je m'assoirais avec du monde à qui je fais confiance. Je mettrais un grand mur blanc. J'achèterais à boire un petit peu, puis je fermerais pas, puis je dirais, OK, le futur, il ressemble à quoi? Et quel futur souhaite-t-on? Parce que le futur de chaque métier va être celui que les gens vont désirer qu'il soit. Caroline, OK, oublie ce que ça va être. Toi, tu voudrais quoi? C'est quoi que tu voudrais?
on a une crise extraordinaire qui nous permet peut-être de rechanger ce métier-là. C'est un métier difficile au niveau de la main-d'œuvre, c'est un métier saisonnier. Oui, une clientèle touristique. Okay? Il y a bien des choses qui changent. Mais toi, tu rêverais que ça soit quoi? Est-ce que ce rêve-là, il est atteignable? C'est quoi le premier geste à poser? C'est quoi le petit test que tu peux poser pour tester? Fait que tu es dans le bois. Tu es dans le bois, puis il fait noir, tu supposes que tu t'en vas. Mais tu as le droit d'avancer de 6 pouces dans chaque direction, puis de tester des choses. Vous avez peut-être vu ce que notre ami Christian chez Bouddha Station fait. Il y a eu une déprime temporaire, puis là, il a dit, bon, attends un peu, il y a du monde qui font du télétravail, je pourrais peut-être livrer la nourriture à ceux qui font du télétravail. Ben, il était dans le bois, il faisait noir, puis il a fait un petit pas, puis il a décidé que ça marche peut-être. Caroline, un jour, tu diras que ton deal, ça a été la plus belle chose qui est pas arrivée, puis que ça t'a ouvert des horizons, puis ça nous a tous forcés à se réinventer. Tu me raconteras plus tard. Une question d'Isabelle Côté. Comment on gère les émotions qui nous habitent pendant cette crise et cette période difficile? Bonjour Isabelle. Je ne sais pas comment ça va la vente de bouquets de fleurs. Hein? Moi, là, j'ai un vocabulaire émotif limité. Mon range d'émotions, il est assez carré. Là. Puis je pense que je suis capable d'avoir une certaine distance. Sans nommer personne, il y a des gens dont l'amplitude d'émotion, elle est plus grande. Puis quand ça va mal, ça va, c'est la fin du monde. Puis quand ça va bien, c'est la plus belle journée sur la Terre. Mais moi, je suis plus comme ça. On a besoin des deux. Mais je vous dirais que, je le dis des fois à l'EB d'ailleurs, des émotions temporaires sont des très mauvais conseillers pour des décisions permanentes. OK? Fait qu'il faut être capable d'avoir autour de soi des gens qui voient différemment, qui sont plus calmes, qui vont vous poser des questions. Puis, en fait, Isabelle, si tu es déprimé, épuisé, écœuré, essaye de ne pas prendre une décision permanente. Okay? Essaye de t'éloigner de cet état-là. Okay? Puis ensuite, revenir avec un regard frais parce que la chose qui me préoccupe le plus chez Canam comme c'est là, c'est l'épuisement des troupes. Parce que nos cellules de crise, on est tous dans l'action. Tout le monde est fier. Écoute, j'ai trouvé un fournisseur de désinfectants, j'ai trouvé une façon de nettoyer la cafétéria pour que tout le monde est fier du rythme et de leur solution, mais l'énergie baisse. Puis on ride sur l'adrénaline, puis l'autre bord de ce chemin-là, il y a un épuisement dangereux. Moi, un de mes jobs comme ça, c'est gérer l'énergie des troupes pour que personne ne s'épuise. Besoin d'eux autres, l'autre bord. Fait qu'Isabelle va prendre une marche, prends un café avec des gens que tu aimes, un peu comme l'histoire à Caroline, regarde c'est quoi les faits devant toi, plutôt que purement comment tu te sens. Puis ultimement, ta décision va venir de tes tripes. C'est de là qu'elle va venir. Mais essaye d'aller chercher très large. Et une autre question, qu'est-ce qu'on partage à notre famille, à nos proches? On se ramène beaucoup à la solitude de l'entrepreneur dans une situation aussi difficile. Alors, qu'est-ce qui fait du bien ou qu'on devrait partager à notre famille, à nos proches ou qu'on ne devrait pas partager? Je pense qu'ils nous le voient dans la face. Là. J'ai un épisode, parce que je sais que Catherine écoute, là. Catherine écoute, là, puis elle va dire, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Là. Mais un jour, je rentre du bureau. OK? Puis, je sais pas, j'avais ce paradoxe-là, ce paradigme-là qu'il ne fallait pas que je mélange bureau-famille, là, puis compartimenter un petit peu. Puis, Catherine me demande comment ça va. Ça va bien. C'est quelque chose de spécial? Non. Es-tu correct? Oui. Fait le minimum de mots possible. Là, le téléphone sonne, puis c'est mon chum. Puis là, je m'accote contre le mur, puis il dit tu fais quoi? Ah, là, j'ai dit laisse-moi te raconter ma journée, c'est l'enfer. Puis là, je vois Catherine qui me regardait,
Puis au moins, j'étais assez intelligent pour savoir que j'étais dans le trouble. OK? Puis je te dirais que cet épisode-là et quelques petits rappels m'ont ouvert à partager. Parce que faut donner du contexte à comment on est. Puis il y a peu de monde à qui on peut partager comment ça va vraiment bien ou vraiment mal. Et si tu ne fais pas avec ta famille, avec qui tu vas le faire. Et en plus, je pense que c'est du coaching. Puis des fois, ils vont dire, ils nous connaissent. Ils savent, ils connaissent nos petits mensonges, ils connaissent nos petits défauts. Ils sont peut-être capables de nous guider d'une façon que les collègues n'oseraient pas. Fait que, 10 ans plus que moins. Ça serait mon conseil. Question en fait, j'invite les gens qui sont branchés avec nous. Là, il y a une petite case dans le coin droit où vous pouvez, c'est écrit commentaire et il y a une zone là où vous pouvez envoyer des questions. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Et on a une question de Nathalie Riverain. Elle demande, Marc, le ça va bien aller de M. Legault. Est-ce que c'est de l'optimisme? Nathalie qui? C'est qui donc? Hein? Sais-tu quoi? Je pense que il y a un mot qui m'échappe comme c'est là, mais on crée notre futur. On crée l'énergie qui nous amène où on veut aller. Je n'ai parlé un petit peu dans la question de Caroline tantôt, là. J'avais un collègue, il s'appelait Joël. Joël, il était à deux pas de moi dans mon bureau. Puis à un moment donné, ça allait pas bien, mais je rentrais dans son bureau, je disais, Joël, il se levait, il me regardait, ça va bien. C'est un jeu, là. Il me disait, oui, ça va bien, Marc. Es-tu sûr? Non, non, ça va super bien. Mais moi aussi, ça va super bien. Là, je repartais. Il y a comme c'est un choix. Comment ça va? C'est un choix. Puis honnêtement, là, au Québec, en 2020, confiné dans ton salon, il y a des pires choses que ça. Puis oui, ça va aller bien. Oui, ça va aller bien. J'ai confiance qu'on est en train de vivre une grande période d'apprentissage. Si vous êtes comme moi, votre rythme de vie a ralenti un petit peu. Vous mettez moins de gaz dans votre char, vous mettez plus de millage sur vos souliers, vous jasez un petit peu plus avec vos amis. Puis je crois que la définition de bien, c'est pas seulement le compte de banque, c'est pas seulement le nombre de ventes, c'est pas seulement la marge de profit. Ça va bien, c'est un mot large. Puis c'est pas vrai que ça va juste mal. Yvon Hamel, qui est une entreprise qui est un service essentiel parce qu'il est dans l'alimentation et sa crainte, c'est qu'il y ait des employés qui restent chez eux en profitant du programme à 2 000 par mois, en déclarant, enfin pour en profiter, il déclarerait avoir besoin de s'occuper des enfants à la maison. Il a peur que le gouvernement ne fasse pas les vérifications et que lui se retrouve avec un manque de main-d'œuvre à cause de ce programme qui vient d'être annoncé hier. Tu réponds quoi à ça? Le gouvernement n'aura pas les ressources pour faire les vérifications. Fait que ça, évacuer ça, là, ils sont débordés, ils font leur possible, ils nous aident. Je trouve qu'ils réagissent très bien. Mais on n'est pas en 2019 où il y a ça de demande puis ça de ressources. Okay? On est en 2020 où il y a ça de demande puis encore ça de ressources. Et on n'ira pas voir si madame, ses enfants sont vraiment malades. Okay? Par contre, ce que vous découvrez, c'est est-ce que les gens ont vraiment un attachement à votre métier? Est-ce qu'ils ont compris la mission de l'organisation? Est-ce que vous communiquez bien avec eux? Pourquoi on doit faire ça? Puis de choisir de rester ou pas dans un métier, c'est pas juste au détail, c'est dans nos usines, c'est dans nos bureaux. C'est pas juste un reflet sur la personne, mais c'est un reflet sur notre entreprise, sur notre leadership, sur notre capacité d'attraction, de motivation, de rétention. Est-ce que les gens grandissent autour de nous? Puis c'est peut-être le début d'une belle conversation, de dire, écoutez, je vis une pression énorme. Ça me semble d'ailleurs une belle opportunité de transparence pour tout entrepreneur. Je trouve ça dur, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on passe au travers de ça ensemble? Puis, si vous avez cultivé un peu de transparence dans votre organisation, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, ce qui est possible de faire pour qu'un employé ne profite pas de quelque chose pour vous quitter, mais profite peut-être de quelque chose pour comprendre comment on peut attirer d'autres mondes dans votre métier. Écoute, quand les employés nous quittent,
c'est la chose qui fait le plus mal. J'ai vécu ça chez Hamel, là, j'ai pas une épicerie, là, mais je vous disais, de septembre 2017 au mois de mars 2018, ouf, je broyais à chaque fois. OK, là, des gens de talent qui vivaient une période d'incertitude dans notre organisation parce qu'on venait d'être créé un partenariat avec les Américains, le style changeait, puis le monde partait. Puis ça, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute. OK? La rétention du personnel, leur croissance, ça nous appartient. Il faut créer les circonstances pour que les gens veulent rester. OK? Puis ça, quand on dit, OK, ça m'appartient, c'est motivant. Peut-être qu'on ne le fait pas bien, mais au moins, ce n'est pas la faute des autres. OK? Fait que c'est le début d'une belle conversation, je pense, entre patron et employé. André Lachance demande, il dit bonjour d'abord. Et Marc, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser le programme fonds de roulement de la BDC ou plutôt d'utiliser les surplus accumulés dans une compagnie de gestion? Salut André. Va chercher tout l'argent extérieur qui est disponible avant de prendre la tienne. OK? C'est le conseil de M. Bérard qui revient. Protège ton entreprise, mais protège-la en la mettant de la bonne taille, dans la réalité d'aujourd'hui. OK, là? Si tu n'es pas passé 7 ans d'un camp de guerre, là, mange pas toutes tes réserves la première semaine. OK? Je sais que vous le savez, vous le lisez dans les médias comme moi, le gouvernement essaye de trouver une façon pour que les entreprises maintiennent un certain niveau d'emploi. Puis d'un point de vue, mettons que vous avez 50 employés, puis une baisse de volume de 30 puis là, vous avez besoin peut-être de 35 personnes, puis là, vous en gardez 5 de plus parce qu'ils sont vraiment bons, puis ils sont votre futur. Puis un programme gouvernemental qui vous permettra d'en garder 50. C'est une grande question et je n'ai pas la réponse. Puis peut-être que les 10 qui restent, même s'il n'y a plus d'ouvrage, sont rassurés d'avoir une situation d'emploi. Mais les gens sont intelligents. S'ils se disent tout ça, ça ne dépend que d'une subvention qui rentre chez mon employeur, puis quand c'est fini, je pars, ben, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut que nos entreprises soient de la bonne taille. OK? J'ai 3 salles à manger, je sers 500 repas par jour, puis soudainement, j'ai juste 50 clients. Il faut que je m'ajuste. Je n'ai pas le choix. OK? Je n'ai pas le choix. Selon toi, question de Cindy Drouin, donc selon toi, Marc, le marché de la construction connaîtra une baisse de combien de points, de combien de pourcents en 2020 versus en 2019? Bonjour Cindy. Après le sommet de 2007, la construction non résidentielle en Amérique du Nord avait baissé de 70 jusqu'au creux de 2009. Et je crois que le 70 de décroissance était au moins en moitié explicable par la surcapacité de 2007. Okay? On avait surconstruit, il y avait beaucoup de spéculation. Je crois qu'une réduction à moyen terme de 25 à 30 des activités de construction non résidentielle serait un scénario pessimiste, selon moi. Par contre, les gens réagissent en vagues. On réagit en meute. Et comme c'est là, on a plusieurs projets qui continuent. On a des projets qui sont ralentis. On a des projets qui sont cancellés temporairement. On a des projets qui sont annulés. OK? Des fois, c'est correct. Puis je pense que ce cycle-là va demeurer sous tension au moins jusqu'à l'automne. Parce que décider de bâtir un nouveau bureau, une nouvelle usine, une nouvelle tour de quelque chose, c'est un investissement à très long terme. Puis les gens vont vouloir être rassurés, autant les prêteurs que les développeurs, avant de dire go. OK? Peut-être que l'argent dont les entreprises vont
vont pouvoir profiter pour réinvestir. Fait que ce qui va se faire en construction, ça va être peut-être plus de la modernisation, de la réaménagement. C'est peut-être ça qui va se passer. Mais Cindy, ma boule de cristal qui est pleine de boucan, là, je te dirais qu'en 2020-2019, construction non résidentielle en Amérique du Nord, ça va baisser d'au moins 15 à 20 %. Et il y a un phénomène qui contamine le chiffre parce qu'aux États-Unis, comme c'est là, 25 % des budgets de construction, c'est Amazon. Okay? Et Amazon, il faut l'enlever. Faut enlever Amazon parce que c'est du bruit sur le marché. Si tu enlèves Amazon, peut-être que c'est un 30-35 % de réduction qu'on va voir. Alors, merci. Alors, pour la prochaine question, c'est Éric Audet qui demande qu'est-ce que tu penses de Serge Godin qui mentionnait que le gouvernement n'avait pas la capacité opérationnelle pour administrer toutes les demandes, mais plutôt d'envoyer des chèques à tous les Canadiens. Je ferai un saut recevoir un chèque. Ce dont, écoute, j'ai pas lu les détails et c'est dangereux de commenter sur quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement. Je sais que la subvention de l'emploi, telle que d'autres pays le font. En Roumanie, par exemple, ils subventionnent pendant un certain temps jusqu'à 75 % du salaire moyen du pays puis là, il y a des formules. Ils font la même chose au Danemark. En Angleterre, ils commencent à le considérer. C'est parce que l'entreprise est un canal de distribution efficace vers l'employé. Okay? Fait que mettons que chez Canam, on ferait 200 mises à pied, puis le gouvernement dit, écoute, fais pas de mise à pied, là, je vais te donner des sous et tu vas aider tes gens à recevoir les fonds. C'est que nous sommes un canal de distribution efficace vers les gens. OK? Par contre, de faire à croire à 200 personnes qu'on a le volume d'affaires pour les occuper, c'est dangereux. Selon moi, c'est dangereux aussi. Là. Fait que, écoute, Valérie, il y a beaucoup de bruit sur la ligne comme c'est là dans ces choses-là. M. Godin a sans doute raison que notre machine, l'assurance emploi au Canada, n'est pas bâtie pour recevoir 5 millions de demandes entre lundi et vendredi. C'est sûr, sûr, sûr. Puis les entreprises qui ont un lien d'emploi sont peut-être un bon distributeur, mais il ne faut pas créer l'illusion que ça vient avec l'exigence de trouver du travail quand il n'y en a pas. Okay. Mike Quirion demande est-ce que Canam va mettre encore plus d'emphase dans le futur pour s'approvisionner encore plus de produits canadiens pour être de moins en moins dépendant de l'importation? Ben, depuis 2 semaines, on a essentiellement coupé les importations, c'est sûr. C'est un équilibre. OK? Je pense à tout. Mettons qu'on achète pour quelques centaines de millions de produits intrants. Il y en a 95 % qui viennent de l'Amérique du Nord. On est vraiment des acheteurs nord-américains parce que cette relation-là est basée sur la confiance. Et si tu cours après la dernière pièce à chaque fois, bien, la confiance, elle est très fragile ou elle n'existe pas. Ça fait que la question que en fait, je vais changer la question. Est-ce qu'on tire une ligne au Canada ou au Québec? Est-ce qu'on rapetisse les cercles d'approvisionnement? Ça devient une gestion du risque. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent chez nous dans nos usines, oubliez les derniers 10 jours, là, mais parce qu'ils veulent un partenaire canadien, un partenaire américain, ils aiment distribuer le risque. Bien, nous, comme acheteurs, c'est un peu la même chose. On a un fournisseur de peinture en Pennsylvanie qui a, jeudi dernier, ils ont fermé sa shop. Mardi, ils l'ont réouvert, mais on avait un autre partenaire au Tennessee. La diversité nous fait du bien. Mais je sais qu'il y a aussi un fournisseur québécois si le besoin en venait à ça. Okay. Fait que le cercle est déjà très nord-américain. C'est ce que je donnerais comme réponse. Stéphane demande comment on peut respecter nos contrats de change alors qu'on nous a demandé de fermer nos usines. Est-ce qu'il y a des programmes en place et comment réagir? Aucune espèce d'idée. Les banques sont encore ouvertes. Les banques gèrent les transferts. D'ailleurs,
Si vous avez un client qui dit « je ne peux pas te payer parce que je ne peux pas aller au bureau », là, achetez pas ça. OK? Offrez-lui de faire ses transferts pour lui, puis ce n'est pas une excuse acceptable. OK? Ça étant dit, je ne vois pas d'enjeu de faire de respecter des contrats de change parce que les choses sont fermées. Les institutions financières sont des services essentiels, sont ouvertes. Il y a une nuance que je ne comprends pas, mais au premier degré, je ne vois pas de problème. Pierre demande un conseil pour les propriétaires d'entreprises, donc actionnaires principaux qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi ou aux autres programmes. Qu'est-ce qu'ils devraient faire par rapport à leur loyer, à leurs hypothèques? Deux questions. Tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé depuis les derniers jours, j'ai dit comment ça va avec tes prêteurs. Et sans exception, les prêteurs canadiens, les banques traditionnelles, la BDC, les autres partenaires financiers comme Investissement Québec, Fonds de solidarité, sont hyper accommodants. Je n'ai pas entendu personne me dire « écoute, ils sont vraiment tough, là, puis ils me courent après ». Pas une fois. Sans connaître les situations du monde, c'est sans doute parce que les entrepreneurs ont bien géré leur relation de partenariat avec un prêteur. Les loyers, je ne le sais pas. Je pense que le gouvernement a demandé d'être accommodant aux propriétaires pour aider les commerces à passer au travers. Je pense que les propriétaires qui abusent, mais un jour, les choses seront dans l'autre sens. Puis, en fait, on sème les graines qui vont être récoltées dans des années, aujourd'hui. Mais au niveau des loyers, je n'ai pas de réponse, Valérie. Chantal Plante, bonjour Marc. Dans une industrie comme la nôtre, elle est dans la coiffure, donc tous les clients attendent, et on va tous avoir les cheveux longs et la barbe longue à la fin de cette aventure. Donc, le besoin, quand les salons de coiffure vont pouvoir rouvrir, le besoin va être très grand. Alors, elle demande comment on va pouvoir arriver à combler les besoins de la clientèle et garder une équipe soudée puis pas épuiser l'équipe. Bon, Chantal, viens pas rouge, là, mais ma belle Chantal, merci de la question. Tu ne dois pas aimer ma coupe à moi, hein? Je ne suis pas winner pour toi. Mais à matin, j'avais un appel conférence avec, écoute, on était 15 sur la ligne. Puis il y a une femme qui est sur l'appel, Julie. Puis Julie travaillait chez L'Oréal. Fait qu'un jour, Julie et moi, on jase. Puis j'ai dit, ce métier-là, comment ils vivent les récessions? Puis Julie m'explique, elle dit, c'est le phénomène du rouge à lèvres. Quand les... Je ne sais pas de quoi je parle, OK, là? Mais ce qu'on me raconte, c'est quand il y a des grands problèmes économiques, puis qu'on ne voyage plus, qu'on ne se paye plus une nouvelle piscine, puis on ne se paye plus la bouteille de vin un peu plus chère, on s'achète un beau rouge à lèvres. Puis on se maquille un peu plus, puis c'est le confort, c'est un confort qui coûte peut-être un peu moins cher. Fait que là, ce matin, je lui rappelais, je dis OK. Elle m'avait dit d'ailleurs, elle dit demande à une femme qui se teint les cheveux si elle préfère cesser sa teinture ou faire hypothéquer sa maison. Elle m'a dit pose cette question-là, puis tu serais surpris de la réponse. Fait que là, ce matin, je lui ai dit d'accord. Je sais que l'hypothèque de la maison, c'est pas la priorité, c'est la teinture. Tu fais quoi? Ben, elle dit, ma coiffeuse m'a contacté, puis voici la fréquence, puis elle vient porter chez nous mon ticket, puis là, elle m'envoie ce que j'ai de besoin, puis je suis bien correct. OK? Puis peut-être un peu comme dans la situation de Caroline, il y a une réinvention des soins esthétiques. Les gens sont fiers, veulent rester propres, beaux. Peut-être un petit vidéo sur YouTube, comment se couper les cheveux. Écoute, Chantal, ce que tu fais, c'est important. Les gens vont te voir. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une invention hyper sanitaire que tes clients rentrent chez toi puis ils sortent en grande confiance puis que tu es capable de faire un offre à tes amis
coiffeuse parce que il y a des milliers de personnes qui vivent les problèmes qu'on vit. Quand on a une façon créative de solutionner notre problème, on aide non seulement nos clients, mais on aide nos concurrents. Les concurrents vont dire hey, je peux-tu en avoir un moi aussi? Fait que Chantal, surprends-nous. À part d'aller livrer une bouteille de teinture à la maison, là, je n'ai pas la compétence de t'aider plus que ça, sauf qu'il y a peut-être une opportunité dans tout ça. OK? Un commentaire de Sylvie Mire, avant de passer à la prochaine question. Donc, Marc, quand tu es dans notre salon comme ça, on ne se sent pas tout seul dans notre entreprise, même si la réalité, c'est qu'on est seul. Cet arrêt me permet de prendre soin de ma forme et de ma santé. Donc, c'est un merci de Sylvie. Oui, mais il faut aller un petit peu plus loin. Sylvie, pour ceux qui ne le savent pas, est dans une agence de voyage. De tous les métiers que vous faites, OK? De tous les métiers que vous faites, Sylvie a sans doute le plus difficile. Écoute, Sylvie, moi, je vivrais ça en équipe, ce moment-là. Je le vivrais en équipe, j'exposerais mes craintes, je vais fermer, ça va revenir, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne voyagent pas parce qu'ils rêvent de prendre l'avion. Les gens voyagent parce qu'ils rêvent de découvrir. Ils rêvent d'être dépaysés. Puis peut-être qu'on pensait qu'on vendait des billets d'avion, des réservations d'hôtel, puis finalement, ce qu'on vendait, c'était la découverte puis le dépaysement. Fait que peut-être que toi et ton équipe, vous avez un moment magique d'en parler, de broyer un peu, là, mais il y a peut-être quelque chose, là, parce que je veux encore découvrir, je veux encore être dépaysé. Question de Francis Lavoie. Comment gérer le risque du retour? J'ai l'impression que tous auront faim et couperont les prix pour revivre. Oui. Bonjour, Francis. Tu sais, dans mon métier, j'ai dû appeler une quinzaine de clients cette semaine. Comment ça va? Et à une exception près, j'avais des bons carnets de commandes, j'avais de l'ouvrage jusqu'à l'automne, j'ai hâte que mon monde revienne, j'ai parlé à mes clients et soudainement, la pénurie de main-d'œuvre qui était notre ennemi il y a 3 semaines devient peut-être un facteur qui va stabiliser l'offre parce qu'on ne peut peut-être pas contrôler la demande, mais il y a une pression sur l'offre qui peut nous aider. L'autre chose où écoute, c'est indécent de bâtir une stratégie sur le malheur des autres, mais si le Québec gère bien la crise de santé qu'on traverse et que soudainement, dans 1 mois, 2 mois, on est à plein régime avec des équipes en santé, okay, démontrées en santé, bien, peut-être que nos capacités québécoises vont maintenant être capables d'aller servir un marché plus grand où eux ne sont pas rendus là. Fait que peut-être que notre marché. Puis les Québécois, là, je ne sais pas comment c'est dans ton métier, mais c'est tout le temps la guerre. Okay? C'est tout le temps la guerre de prix, même dans mon métier. Mais à la fin de la journée, ça nous rend compétents. Puis il y a du monde qui ont besoin de nos services. Puis je pense que ça va venir. Je pense que ce qu'on fait là nous rend plus forts pour demain. Une question qui vient de chez Corbec. Est-ce que tu crois que nos gouvernements devraient favoriser les contrats provenant des compagnies canadiennes et restreindre l'importation pour les projets d'infrastructure? Ben, c'est quoi j'ai pas le mot français, là. C'est un peu self-serving, là, mais là, si je pense juste là, au chiffre d'affaires de Groupe Canam, je dis ben oui, c'est sûr. Si je pense à la façon dont le commerce international a été bâti, puis il nous a servi aussi. Il ne nous a pas juste nui. Il faut quand même respecter des règles du jeu. Nos voisins du Sud sont très durs. Les voisins du Sud écrivent les règles, puis engagent les arbitres, puis ils nous envoient en punition sans nous demander notre opinion, là. Mais je pense que la baisse du dollar canadien, puis ce qui se passe aujourd'hui va faire qu'on va être capable de fournir nos contrats domestiques sans restreindre tout ça.
Je sais qu'en Colombie-Britannique, comme c'est là, on a ramassé des projets parce que les Chinois avaient des grands défis de chaîne d'approvisionnement. Honnêtement, là, je peux pas prendre un pays où il y a eu des virus et dire vous ne devriez pas acheter, eux autres qui ont des virus. C'est de mauvaise foi. Mais quand nos clients vont vivre des périodes d'incertitude, peut-être qu'à prix égal, ils vont préférer le client à proximité, le fournisseur à proximité. Mais avec un peu de nuance, je ne crois pas qu'on devrait restreindre les achats gouvernementaux juste au Canada. Des petites questions rapides, on approche de la fin. Est-ce qu'on en prend encore une autre? Une autre. On va Une autre. faire une heure US, OK? Une minute de plus. C'est bon. Alors, quand est-ce que tu vas participer à un congrès la prochaine fois, Marc? C'est pas un congrès ce qu'on est en train de faire. Il faut redéfinir le mot. OK, un congrès, c'est une rencontre, c'est un échange. Peut-être que les câlins EEB vont, vont être remis en question. Je te dirais que bon, j'ai un fils ici qui s'appelle Joseph. Joseph, il a 22 ans, il a fait beaucoup de pneumonie d'aspiration, puis ses poumons sont fragiles. Si j'étais d'une prudence extrême pour participer à quelque chose, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de Joseph. Mais je pense que nous, OK, on va se sentir bizarre participer à un regroupement de plusieurs personnes, au moins jusqu'à la fin de l'année. OK? Je ne sais pas si les entreprises qui vont devoir réserver des salles pour les parties de Noël 2020 vont le faire. Je ne le sais pas. C'est hyper loin, mais on va vouloir gérer des émotions qui ne nous appartiennent pas. Nos employés, parce qu'eux autres aussi ont un Joseph à la maison, il y a toutes sortes de choses, ils vont dire, est-ce la bonne chose? Puis peut-être qu'un an plus tard, on va l'avoir oublié. Mais je pense qu'en 2020, les grands rassemblements vont être difficiles à organiser. Merci beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps, de répondre aux questions des entrepreneurs. Merci, à tous ceux qui se sont joints aussi à cette conversation-là avec Marc Dutil. C'est certain que Marc t'a apporté beaucoup de réconfort, beaucoup de réponses, aussi attendues. Donc, merci d'avoir participé à ça et au nom de l'école, on vous remercie d'avoir été avec nous pour la première session live de l'EEB. Merci beaucoup.